Le débat de la semaine à 9h10 avec notre trio, comme d'habitude, le sociologue Serge Guérin. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Avec en studio la conseillère d'arrondissement Les Républicains dans le 12e à Paris. Bonjour Corinne Tapiro. Bonjour. Et un petit nouveau dans la bande qui remplace Fogg, c'est Johan Gillet, journaliste et formateur en éloquence. Bonjour Johan. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Eh ben, nous aussi. Alors, ce matin, forcément, vous fait réagir sur notre débat et cette question qu'on pose à nos auditeurs. Qu'attendez-vous de l'allocution du président Macron lundi soir? De nouvelles restrictions sanitaires, la réforme des retraites, un remaniement ministériel ou rien du tout? Bon, ça ne vous étonnera pas. Pour l'instant, nos auditeurs sont à 80% à considérer qu'ils n'attendent pas grand-chose de l'allocution du président Macron. Remaniement ministériel, 7% de nos auditeurs. 1% seulement la réforme des retraites qui est a priori rejetée en bloc. J'aimerais déjà que vous réagissiez, faire un premier commentaire à ces résultats-là de façon assez courte. Corinne Tapiro? Moi, je trouve que c'est pas très étonnant. D'abord parce qu'on sort d'une période de crise où les gens n'ont pas envie encore d'instabilité, ils craignent des manifestations, des blocages du pays dus à des mouvements sociaux. Donc, c'est pas étonnant que la réforme des retraites soit la dernière, d'autant qu'elle était très mal perçue. Concernant effectivement la vaccination, ça fait 18 mois je dirais un peu trivialement, qu'on bouffe du virus dans tous les débats dans tous les débats et dans la vie quotidienne. Donc je pense que c'est assez compliqué. Les gens ont besoin d'espoir. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'au moment où la parole politique devrait être plus rare, le président de la République fasse une allocution lundi et 2 jours après le discours du 14 juillet. Donc je trouve ça insensé et ça participe du ras-le-bol des politiques, je crois. Alors ça fait réagir Johan Gillet, parce que vous qui, justement, analysez beaucoup les discours politiques de nos politiques, paroles rares, là c'est vrai qu'elle va être double ration cette semaine, présidentielle. Double ration, et en plus, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on va être à sa 9e prise de parole sous cette forme depuis le début de la crise sanitaire. Effectivement, on sait que plus une parole est rare, plus elle compte. Là, elle est pas rare, en plus elle est souvent contradictoire. Allez, je me permets, parfois excessive. Et là, on a besoin de constance, donc dans une période de trouble comme celle-ci. Donc moi, ce que j'attends de savoir surtout, c'est quel Emmanuel Macron va nous parler demain, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le jeune père de la nation moralisateur, faussement protecteur. Il y a le quadra qui joue à la guerre sans jamais avoir fait ses classes. Il y a, non mais c'est vrai, il y a le chef de parti président-candidat maintenant, puisqu'on est à 1 an de la présidentielle. Puis de temps en temps, il y a un peu le comédien aussi, qui s'applique à des exercices de style, en essayant tous les registres, le tragique, le lyrique, le pathétique. Donc moi, j'espère plutôt qu'il va nous annoncer, je sais pas, soit un plan drastique contre les déserts médicaux, par exemple, ou je sais pas, un état d'urgence contre la misère. Oui, voilà. à mon avis, vous êtes optimiste, là, Johan. Mais je suis un grand naïf, surtout. C'est pour ça que j'arrive toujours à filmer la politique, parce que je crois toujours que demain peut être mieux. C'est ça. Serge Guérin, avec vous, déjà hier, on a parlé de toutes ces polémiques sur la réforme des retraites, forcément impopulaire, et c'est ce qu'on se disait hier, c'était pas forcément le bon timing. Bon, a priori, ça va être repoussé à la présidentielle. C'est pas forcément le bon timing là que d'ouvrir des énièmes discussions avec les partenaires sociaux et le patronat qui est contre aussi d'ailleurs. Oui, mais on peut peut-être imaginer qu'il va proposer une grande vision, un grand projet pour favoriser l'intergénération et l'emploi des seniors, par exemple. Parce que la première des réponses face à la réforme des retraites, c'est déjà améliorer l'emploi, à la fois l'emploi des jeunes, l'emploi et l'emploi des seniors. Bon, peut-être va-t-il partir sur un projet comme ça. Ouais. D'ailleurs, on sait que le président Macron aime s'adresser aussi aux jeunes. On l'a bien vu via évidemment les influenceurs, avec d'autres mots. Alors je ne sais pas s'il y aura des messages adressés aussi à la jeunesse qui n'est pas assez vaccinée. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent beaucoup. Là encore, il va falloir trouver les mots. Incitation, pédagogie, obligation. Je ne sais pas si c'est simplement un problème de mots, et ce n'est pas davantage un problème de croyance. C'est-à-dire que comme les Français croient de moins en moins à la parole publique et la parole politique, on a eu droit à tout un aéropage de médecins sans doute tous très brillants dans leur domaine, qui n'ont cessé de se contredire les uns les autres. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans une nébuleuse. Donc qu'attendre d'un discours d'un président qui intervient quand tout va mal ou pour dire que tout va aller mieux, c'est un petit peu compliqué d'avoir un quelconque espoir. Moi, ce que je crois et ce que je pense qu'il pourrait faire s'il voulait rassurer tout le monde, c'est déjà ne pas se dédire. Parce qu'en novembre, il a dit qu'il n'y aurait jamais de vaccination obligatoire
et pas pour les soignants. Et je pense que s'il se dédie aujourd'hui, alors qu'il a promis un vaste plan pour les hôpitaux, qui n'est toujours pas là, je pense que ça va pas très bien se passer. Sauf qu'il y a une grosse pression, là. Il y a l'Académie de médecine aussi qui préconise carrément l'Académie de médecine, elle dit beaucoup de choses. Elle était contre le port du masque, et puis après elle était pour. Enfin, donc finalement, qui croire? Johan Gillet. Oui, mais c'est ça le problème. En fait, nous, on n'attend pas du président de la République, ni même du gouvernement, qu'ils sachent tout. Personne ne leur a demandé ça. On leur demande juste simplement qu'ils acceptent de ne pas savoir et de montrer que même dans l'incertitude, un État est capable de se mobiliser. J'enseignais l'autre jour à mes étudiants, je leur montrais comment en très très peu de temps, on est passé d'une espèce de farce autour du masque. On disait, de toute façon, faut pas le mettre, je sais même pas m'en servir, etc. à il faut rendre le masque obligatoire. Il s'est passé moins d'un mois avec des tas de prises de parole qui n'étaient pas rares là non plus. Nous, on leur demandait pas de faire toutes ces prises de parole. On leur demandait de dire, écoutez, par principe de précaution, nous allons mettre des choses en place et au fur et à mesure où la connaissance s'affinera, nous nous adapterons. Pas de dire, il faut pas, puis il faut, etc. Ben, je veux dire, à un moment, c'est absolument illisible. De la même manière qu'on a assisté à un grand débat entre scientifiques dont on nous dit tous qu'ils sont reconnus par leur pairs, eh bien, des gens qui ont des diplômes fabuleux disent des choses absolument contraires. C'est hyper compliqué. Comment voulez-vous que finalement nous on s'y retrouve? Alors moi par exemple je combats le complotisme, mais je ne m'étonne pas que le complotisme arrive, parce que le fantasme c'est quand on n'a pas accès finalement à des outils qui permettent de comprendre la vérité, et là le fantasme naît. Et on peut pas dire qu'aujourd'hui le gouvernement dans sa prise de parole nous aide finalement à ne pas nous faire des idées, si je puis dire, quelque part, compte tenu du nombre de contradictions qu'il peut y avoir et d'improvisation. Voilà, moi je trouve ça assez étonnant, cette communication. Serge Guérin. En écoutant Johan, je me disais, en fait, on a besoin d'un très, très, très grand pédagogue, et que donc lundi soir, l'enjeu, Emmanuel Hirsch a fait une tribune dans le Figaro, il disait qu'il n'était pas très à l'aise avec l'obligation de la vaccination et qu'il préférait une sorte de devoir démocratique. Que donc, derrière tout ça, il y a une explication. Voilà. Et qu'il y a une explication, un peu ce qu'on se disait dimanche dernier, c'est-à-dire que moi, je crois qu'il faut aussi adapter la pédagogie, adapter les exemples à des publics différents. Et parfois, le terme croyance a été utilisé. C'est embêtant parce que la science, normalement, c'est pas de la croyance. C'est même l'inverse. Mais il y a des gens qui croient plus qu'à la science, quoi. Donc, c'est comment on prend en compte toutes ces fragilités, tous ces éléments culturels, toutes ces différences, et qu'on essaye, avec de la pédagogie, d'expliquer pourquoi ça paraît extrêmement important d'aller vers la vaccination. Et je crois qu'on a besoin d'une grande pédagogie démocratique, et finalement aussi il faut que les gens soient informés pour qu'ils aient un consentement éclairé d'une certaine manière, qu'ils soient capables de dire oui parce que ou non d'ailleurs, parce que je vois les enjeux, je comprends les enjeux. Alors je dis pas que c'est simple, mais peut-être un formidable exercice pédagogique et d'une certaine modestie serait peut-être très très utile. Ça c'est des mots incroyables. C'est des gros mots, ça, des très gros mots, ça. Tous les trois ce matin vous êtes. En parlant de la jeunesse, a priori selon son entourage, le président Macron pourrait annoncer d'étendre le dispositif de garantie jeune. Vous savez que bénéficient actuellement 100 000 jeunes de 16 à 25 ans. Et 1 million de personnes pourraient, alors ça c'est selon le challenge, recevoir cette garantie jeune, qui n'ont ni emploi, ni en études, ni en formation, de 497 €. On n'est pas dans le RSA proposé aux moins de 25 ans. On sait que les jeunes ont bien trinqué quand même durant cette crise. Mais est-ce que ça, là encore, ces histoires de chèques ou de garanties, je crois qu'il faut considérer que la nation entière a trinqué. Oui, ça bien sûr. Et elle n'a pas fini de trinquer, parce que nous allons avoir les effets économiques de cette crise du Covid, et qui vont être très sérieux, et les faillites vont être quand même assez nombreuses. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on met en place, il va peut-être mettre en place une espèce de RSA jeune, qui, au fond, ne fait que cibler une petite partie de la population. Parce qu'il y a des jeunes qui ont été étudiants, qui n'ont pas pu suivre leurs études, qui n'ont pas pu avoir leur petit boulot, mais qui vont continuer leurs études et qui vont échapper au dispositif. Donc je crois qu'il faudrait arriver un jour à globaliser les besoins et les adapter en fonction des situations. Parce qu'on peut aussi demander à l'administration d'être intelligente, que tout ne soit pas fait par diktat. Et c'est ça qui est très compliqué. En revanche, ce que je constate, c'est que le président Macron, dont la parole est ultra abondante, va s'exprimer demain. On ne peut pas réellement savoir ce qu'il va faire, ni pour les retraites, ni pour aucun autre sujet, puisqu'il n'y a pas de doctrine La République En Marche. Il n'y a pas de doctrine, c'est pas un vrai mouvement politique. Il n'y a pas de pensée, on ne peut pas se référer. Autrefois, la gauche, la droite, on savait qu'à gauche, on serait contre une réforme des retraites et que la droite pourrait être pour. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Johan Gillet, vous qui analysez ça aussi.
C'est toujours très compliqué parce que, j'ai envie de dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On a toujours le sentiment qu'il y a plein de bonnes intentions, mais on oublie juste de prendre le problème par le bon bout. Regardez, pendant cette crise, on a vu des gens qui ont dépensé de l'argent à garder les gens sous anesthésie. Moi, j'aurais préféré non pas qu'on dépense, mais qu'on investisse. Par exemple, on aurait pu faire confiance, j'en sais rien, moi, aux commerçants, aux représentants des commerçants pour organiser, par exemple, l'activité commerciale de façon à ce qu'il n'y ait effectivement pas trop de monde dans les magasins et tout. Les gens sont des grandes personnes, elles ne sont pas que grandes quand il s'agit de voter et d'élire, elles sont aussi grandes quand il s'agit d'organiser et de faire. C'était le président, m'a-t-on dit, des jeunes entrepreneurs. Je peux vous assurer que tous mes camarades entrepreneurs, dont c'était par exemple la première année ou la deuxième année d'activité, n'ont jamais été aidés parce qu'ils n'avaient pas de bilan. Et vous savez qu'il fallait avoir eu une perte du chiffre d'affaires de 50%. Ouais. On n'a déjà pas commencé à aider ceux qui avaient normalement le besoin de maintenir une activité qui venait de créer. Donc le saupoudrage et l'anesthésie, non. L'investissement dans des choses qui sont déjà en mouvement, oui. Il faut commencer par là. Il faut arrêter parce qu'on nous avait dit qu'il n'y avait plus d'argent. Alors où est-ce qu'ils sont en train de le trouver? Moi, je comprends plus rien. Je vous avoue. Sauf que là, on est au début de l'été. Nouveau cap ou pas, voilà, pour la présidence. Alors, je sais pas, la notion de remaniement de ministériel, d'ailleurs, nos auditeurs à 7% s'y attendent. En même temps, est-ce que ça provoquera ou pas un rebond, changement de cap? On va donner la parole à Serge Guérin. Ou là encore, c'est pas ce qu'on attend finalement. On est dans la... Alors là, sans du tout vouloir parler au nom des Françaises et des Français, mais je crois que tout le monde s'en contrefiche. Enfin, sauf peut-être les personnes qui espèrent être nommées, ou les personnes qui ont peur de perdre un Marocain. Mais disons que c'est certainement important. Mais je ne pense pas que les gens soient là à attendre lundi soir à 19h59 pour se dire si Marcel Petitpont va être nommé ou pas, quoi. Mais en revanche, peut-être qu'il serait bien Marcel Petitpont. Peut-être que... mais le mot qui a été utilisé, c'est cette notion de confiance. C'est finalement, il y a de la pédagogie, et il y a aussi peut-être de dire, mais une société, ça marche des deux côtés. Ça marche par le haut, il faut qu'il y ait une vision. Et puis ça marche par le bas parce que la société elle bouge encore, quoi. Elle bouge par elle-même. Alors parfois elle bouge mal, parfois elle bouge bien, mais cette notion, le mot qui a été dit par Yoann de confiance, il est extrêmement important. Le pacte de confiance quelque part, c'est ça. Oui, et on est dans un pays qui malheureusement est très très défiant. Il est défiant envers les institutions, mais il est défiant aussi envers l'autre. Quand on demande aux gens la première fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est quoi votre premier sujet? Et globalement, à 2/3 de la population, c'est je me méfie. Donc voilà, on a du mal dans à cette se faire période-là, je me méfie. En même temps, ça marche quand on se fait confiance. Pardon Serge, mais en même temps, en plus dans cette période-là, beaucoup aussi dénoncent le fait qu'on crée une fracture entre les vaccinés et les non vaccinés, quoi. C'est limite, genre t'es vacciné toi ou pas, voilà. C'est courant cette question maintenant, oui. Elle est courante, elle est permanente. Oui, elle est permanente. En entreprise, dans la rue, en association, il y a deux catégories de personnes. Et encore une fois, j'ai écouté votre débat la semaine dernière, c'était passionnant, sur la question de la vaccination. Il y avait des propos, alors pour le coup, plus tranchés qu'aujourd'hui. Mais sur l'obligation, moi par exemple, je suis pas contre oui, mais pour tout le monde même, j'ai envie de dire, je suis pas forcément contre l'obligation. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on nous fasse croire que c'est incitatif et que si ça marche pas, ça devient obligatoire. C'est donc du faux incitatif. Et c'est là où les gens ont encore l'impression d'être pris pour des imbéciles. C'est un faux choix. C'est ça. Vous avez le choix si vous allez dans le bon sens. À un moment donné, voilà, ça se respecte une population, la démocratie. On doit l'aimer un tout petit peu si on veut que ce soit quand même ce qu'il fonde aujourd'hui notre rapport social, notre contrat social. Voilà. Corinne Tapiro. Oui, ça me rappelle un référendum sur l'Europe où les gens avaient voté non. Et puis le président Sarkozy s'est débrouillé pour que ce soit oui, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, si on respecte pas la parole, ça devient un petit peu compliqué. Et dans cette période où la démocratie est quand même un petit peu brinque-banotte, où finalement les politiques ne savent pas nécessairement avoir la bonne offre qui donne envie. C'est vrai que cette question-là aussi de confiance et d'engagement et de citoyenneté, encore une fois, c'est de la pédagogie, c'est de dire j'ai besoin de vous, on a besoin de vous, et ainsi de suite, mais de parler aux gens, en effet, en adulte. Rapidement, le mot de la fin pour vous, Corinne Tapiro. Il nous reste 1 minute. Écoutez, il me semble que la démocratie a été mise à mal lors des 2 dernières élections, que ce soit les municipales ou les régionales. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que les Français sont très peu intéressés effectivement par un remaniement ministériel, parce que dans une démocratie classique, dans la Ve République, à la suite d'un échec électoral aussi cuisant que celui que vient d'essuyer La République En Marche, les ministres engagés auraient dû se démettre de leurs fonctions eux-mêmes et démissionner. Voilà, c'est le mot de la fin. C'est la
manque beaucoup de monde à mettre à la place. Oui, c'est ça aussi. Maud, écoutez, résultat final de notre sondage, ça n'a pas trop bougé. 80% de nos auditeurs, en tout cas, n'attendent pas grand-chose de cette allocution de président Macron lundi soir. Je ne suis pas sûre qu'ils regarderont, mais on verra. En tout cas, merci à vous trois. Merci à Corinne Tapiero. Merci Yoann Gillet. À très vite. Merci Serge Guérin d'avoir animé et participé à ce débat.